La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Lorsqu'on observe notre planète Terre depuis l'espace lointain, par l'intermédiaire des sondes spatiales, on la découvre comme un petit point bleu dans l'immensité infinie de l'espace. Pale Blue Dot en anglais. C'est très impressionnant de penser que c'est là que nous vivons. Mais pourquoi la Terre est-elle bleue? C'est bien évidemment parce qu'elle est recouverte en grande partie d'océans, qui représentent une particularité extraordinaire de notre planète, nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. L'eau recouvre 71% des 510 millions de kilomètres carrés de la surface du globe et la réserve totale en eau de la planète est de 1,4 milliard de kilomètres cubes, c'est-à-dire plus de 1 millième du volume de la Terre. Ça pose d'ailleurs des questions aux astrophysiciens pour savoir comment cette eau est arrivée chez nous. Elle est venue de l'espace, c'est quasiment sûr, grâce aux impacts d'astéroïdes et de comètes au début de l'existence de la Terre. Mais notre discussion d'aujourd'hui ne porte pas sur l'origine de cette eau. Elle porte sur son importance dans le cadre du climat global de notre planète. Nous allons parler des courants de l'Atlantique tropical et aussi du Pacifique, El Niño en particulier, des cycles saisonniers, du rôle de l'océan dans le golfe de Guinée sur le déclenchement de la mousson africaine. Pour parler de tout ça, j'ai avec moi l'océanographe Yves Dupenoit, qui a consacré toute sa carrière de chercheur à l'étude de ces phénomènes. Affilié à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, il a travaillé dans plusieurs pays très différents et sur plusieurs continents, en particulier en Afrique, au Sénégal, au Bénin et en Nouvelle-Calédonie. Il a aussi eu, dans ses débuts, une période aux USA, au prestigieux MIT. Et il a quand même aussi passé du temps en France, à Brest, à l'Ifremer, et puis à Toulouse, au Lagos, qui est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Bonjour Yves. Oui, bonjour. J'aimerais bien que tu nous parles de tes travaux et tes recherches sur l'Atlantique tropical d'abord, les mesures en mer, et puis on parlera un autre moment plus tard de l'apport des satellites dans l'observation des océans. Alors, pourquoi es-tu parti en Nouvelle-Calédonie? Alors, je suis parti en Nouvelle-Calédonie parce que dans le groupe d'océanographes de l'IRD, nous faisions partie d'un programme qui s'appelait TOGA pour Tropical Ocean et Global Atmosphere. Donc, c'était un programme international. Donc en fait, ça dit bien cette relation importante entre l'océan et l'atmosphère et qui est aussi très importante pour nous actuellement avec le réchauffement climatique. Oui, oui, tout à fait. C'était l'intérêt de ce programme, c'était justement de voir quelles sont les interactions entre l'océan et l'atmosphère dans les parties tropicales. Et donc à partir de là, bien sûr, il y a le phénomène El Niño qui se passe, donc dans cette partie tropicale. El Niño, explique-nous. Oui, alors, El Niño à l'origine, la dénomination d'El Niño vient des équatoriens, des péruviens, qui avaient remarqué que, enfin tous les ans, il y a un phénomène, il y a un réchauffement donc saisonnier qui fait que le courant froid qui longe la partie de l'Équateur et du Pérou, et qui était sur des eaux poissonneuses, au moment de Noël, est remplacé par un courant chaud, enfin c'est un phénomène saisonnier, qui leur apporte des poissons différents, etc. Enfin, on s'est aperçu que El Niño, donc ce courant saisonnier le long du Pérou et de l'Équateur du Pérou, certaines années ne durait pas 3 mois que la période saisonnière, ou 2 ou 3 mois la période saisonnière, mais pouvait durer 1 an ou même pendant 18 mois. Donc pendant 18 mois, il y avait plus ces eaux froides qui sont poissonneuses, mais plutôt des eaux chaudes avec des poissons de type tropical. Et à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène qui intéressait tout le Pacifique tropical. Et c'est à ce moment-là que donc le réchauffement de l'océan Pacifique tropical, on l'a appelé El Niño. Mais au départ, c'est un courant. Vivre le gamin, hein, ça veut dire Vivre l'enfant Jésus. C'était l'enfant Jésus. C'était l'enfant Jésus, parce que c'était au moment de Noël que ça se passait. Le réchauffement se passait à ce moment-là. Alors associé à ça, ça c'est un chercheur, Bjerknes, qui était aux États-Unis à ce moment-là, qui a trouvé ça dans les années 1960, que le phénomène
El Niño de réchauffement donc de l'océan était lié à ce qu'on appelle l'oscillation australe. L'oscillation australe, globalement, ça veut dire que la différence de pression entre Tahiti, donc enfin, dans le centre du Pacifique, et l'Australie, enfin le nord de l'Australie, varie un peu en phase. Donc quand il y en a un la pression descend, elle augmente dans un autre, et cetera. Et donc on s'est aperçu que cette oscillation-là, quand la pression était basse à Tahiti et se relevait à l'autre, on avait des phénomènes qui soit des phénomènes chauds, soit des phénomènes froids dans le Pacifique tropical. Et on a un indice qui s'appelle, qu'on appelle un indice ENSO d'ailleurs. Alors ENSO, c'est pour El Niño, Southern Oscillation, donc oscillation australe. L'oscillation australe étant cette oscillation de pression entre Tahiti et Darwin. Et donc tout ça, c'est lié, et c'est pour ça qu'on appelle ce qu'on appelle El Niño ou ENSO. C'est un phénomène donc qui intéresse aussi bien l'océan et l'atmosphère, avec des conséquences très importantes pour, pour tous les pays qui entourent ça, mais pas uniquement. Et en fait, redis-moi la fréquence, en moyenne de ce El Niño, c'est plusieurs années? Alors oui, c'est ça, en général, donc l'El Niño, ça dure entre 1 an et 18 mois, donc il y a un réchauffement qui dure cette période-là, et avec une fréquence, les El Niño reviennent avec une fréquence qui varie de 3 à 7 ans. Alors ça, c'est pas fixe, ça dépend des périodes. Il peut y avoir des périodes où il y a des événements El Niño qui sont assez rapprochés, et des périodes où les événements sont moins fréquents. Alors ça, on n'a jamais très bien su pourquoi, enfin, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a cette différence, hein, de période, et cetera. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça, la période El Niño, c'est ce qu'on appelle la période El Niño, c'est la période chaude, et il y a bon, c'est comme un oscillateur, hein, qui passe d'un état chaud à un état froid. Et l'état froid, qu'on appelle La Niña, qui est donc qui a été nommé comme ça pour Pendant de lui, oui. El Niño, Iquit-Fille, et qui est la période froide. Alors, en général, la période froide, donc c'est un refroidissement de tout le Pacifique tropical en général, et la période froide est moins, disons, problématique que la période chaude. Parce que la période chaude, donc quand on a des eaux chaudes, ça crée des perturbations dans l'atmosphère, ça déstabilise l'atmosphère, alors qu'un océan froid va au contraire le stabiliser. Donc les interactions entre l'océan et l'atmosphère seront moins intenses, moins catastrophiques, si je puis dire. Mais alors donc je comprends que ce phénomène El Niño, ça existe depuis pas depuis toujours, mais depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une évolution avec, le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a une interaction, quelque chose, Alors sujet? alors ça, c'est pas très clair. Alors, bon, d'abord, le El Niño, c'est un phénomène naturel, donc ça a toujours existé. On a des carottes sédimentaires le long de l'Amérique du Sud qui prouvent qu'effectivement, il y a eu des périodes chaudes, des événements El Niño il y a des milliers d'années. Mais alors maintenant, effectivement, quand on voit on a dit par exemple qu'en 2023 ou 2024, il y avait un El Niño dans le Pacifique, c'était une année la plus chaude, et cetera. Donc effectivement, le El Niño réchauffe la température globale, si on peut, au moins de l'atmosphère. Mais c'est pas, enfin, ce sont des phénomènes qui se superposent. Le El Niño va pas influencer sur le réchauffement global, si ce n'est pour la période sur laquelle il existe. Mais il peut y avoir après, est-ce qu'il y a des interactions, ou est-ce que le phénomène El Niño va changer dans son comportement avec le réchauffement global? Ça, c'est pas très clair. D'accord. Et alors vous, en Nouvelle-Calédonie, vous aviez des bateaux pour faire des études? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Alors, justement, dans le programme TOGA dont on a parlé tout à l'heure, le ça a été mis en place
pour surveiller justement, pour comprendre ce qu'était le phénomène El Niño. Donc nous, on avait un programme, le TOGA, c'est un programme international, donc en collaboration avec les Américains. Et donc nous, on surveillait la partie ouest du bassin, c'est-à-dire, quand on dit surveiller, on avait des campagnes 2 fois par an, en général en juin, juillet et en novembre-décembre, pour aller jusqu'à l'équateur où on mettait tout un système de mouillage qu'on changeait tous les 6 mois ou tous les ans, ça dépendait des périodes. Et tout le long du Pacifique tropical, c'est-à-dire en général entre 8 nord, 8 sud, et sur toute la longueur du Pacifique, on avait un système de réseau. Et il y avait à peu près, quand le réseau était le plus complet, je crois que c'était une soixantaine de mouillages. Alors nous, on avait la partie ouest, on s'occupait de 4 ou 5 mouillages, et les Américains s'occupaient de tout le reste, de Pacifique central et Pacifique est. Mais vous preniez des mesures de température, Voilà. de quoi? On prenait des mesures de température, donc entre la surface et grosso modo 500 mètres de profondeur. On mettait donc le système de mouillage dans lequel il y avait en surface donc un trépied avec toutes les mesures météorologiques, et en dessous, on avait des appareils pour mesurer la température et là aussi le courant. Parce qu'évidemment, quand on parlait de courant, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais avec le changement le réchauffement du Pacifique tropical, il y avait aussi un changement des courants de surface. Donc au lieu d'avoir, et puis enfin ça c'est une des conséquences, mais aussi une autre conséquence très importante, c'est que les alizés qui soufflent en général habituellement de la partie, est du bassin, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud vers l'Australie, ces vents, les alizés se cassent la figure, si je puis dire, donc ne soufflent plus. Et on a même des changements des changements de vent, donc avec des vents d'ouest proche de l'équateur, alors que d'habitude, c'est toujours des vents d'est. Eh bien, j'ai compris aussi qu'il y a eu à peu près à la même époque, le début de l'apport des satellites, de l'espace. Donc, on va peut-être parler de ça en détail parce que ça vaut la peine. On va parler de ça, on va revenir la semaine prochaine, on va parler la semaine prochaine. Donc, à bientôt. À bientôt. Au revoir.